Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication du nouveau service de partage de données. Premièrement, comment accéder à ce service de partage de données? En allant sur le site isuba.fr, dans la partie logiciel télécharger Pléiade, on va retrouver ici, en descendant un petit peu, l'accès au service de partage de données. Donc en cliquant sur l'icône, ça va télécharger le setup d'installation. Donc ce setup d'installation, c'est un fichier .exe qui est assez rapide à installer, on va le faire ensemble. Suivant, alors pour l'exemple, hein, je décide de l'installer par défaut dans les différents dossiers d'installation. Et terminé. Oui. Donc voilà, là, le service s'est déjà installé, ça a pris même pas une minute. Donc ce service a pour vocation d'être installé sur un serveur de votre entreprise. Son utilité, ça va être de pouvoir partager entre collègues de travail, entre différents utilisateurs, des données, donc des données qui sont issues de résultats de calcul de Pléiade, ou bien de la bibliothèque de Pléiade. Donc les différents utilisateurs pourront déposer sur ce service, donc on va appeler sur le serveur, hein, des informations et récupérer d'autres informations ou les mêmes informations plus tard. Donc ça permet par exemple d'archiver des informations, donc des anciens projets qui sont terminés depuis quelque temps, on peut les envoyer sur le serveur et les enlever de son poste en local. On retrouve donc en haut la partie configuration du service, donc l'adresse IP et le port du serveur. Par défaut, les différentes adresses IP et les différents ports vous sont proposés, donc tous ceux qui sont disponibles sur votre serveur sont proposés ici. On a ensuite la partie dossier de stockage, donc c'est le dossier sur lequel vont être enregistrées les différentes bibliothèques ou les différents résultats envoyés par les utilisateurs. Donc dans ce dossier, si on y jette un coup d'œil, moi je l'ai appelé data server, hein, je l'ai enregistré sur mon bureau. Donc on a un dossier pour les bibliothèques, dans lequel c'est simplement des fichiers texte, et un dossier pour les résultats. Donc il y a les résultats qui sont en fichier zip, et des fichiers texte juste qui contiennent les informations nécessaires pour le service. Donc attention à ne jamais toucher ce qui est à l'intérieur de ce dossier-là, voire faire des sauvegardes de temps en temps sur un autre disque en tant que backup de vos données de résultats. Ensuite, on a une partie contrôle d'accès. Il est possible, donc, à partir du moment où on a les informations de l'IP du serveur et du port du serveur, n'importe qui peut se connecter à ce service de partage de données. Si vous souhaitez contrôler l'accès, vous pouvez très bien ajouter donc, différents nombres d'utilisateurs ainsi que des combos nom d'utilisateur, mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'avoir autant de nombre d'utilisateurs que d'utilisateurs réels. Le combo premier et 001 comme mot de passe peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez très bien faire un copier-coller d'un fichier Excel par exemple. Ici, je prends l'exemple de cette conne-là. Si je fais CTRL-C, bon, alors là je les ai déjà saisis, mais dans l'idée, si j'en enlève quelques-uns, ici je peux faire CTRL-V et ça remet l'ensemble du champ nom d'utilisateur, mot de passe. Dans mon cas, je vais laisser donc ces trois informations-là. Une fois que cette configuration assez rapide a été mise en place, on va pouvoir tester la configuration, c'est-à-dire vérifier si cette adresse IP et ce port sont bien corrects et disponibles. Donc vous avez ici une notification en bas à droite qui vous indique que oui, la configuration est disponible. Ensuite, on peut ajouter une exception au pare-feu. Ça va être nécessaire dans les cas où on a besoin d'internet pour discuter entre le serveur et les utilisateurs. C'est toujours important de mettre des exceptions au pare-feu. Et valider la configuration. Une fois que tout ça a été testé et validé, on pourra démarrer le service. À partir du moment où le service est démarré, on ne peut plus modifier les informations ici. Il va être nécessaire de l'arrêter pour modifier quelque chose. Une fois que le service est démarré, on n'a plus du tout besoin de s'y intéresser. On lance le service sur le serveur de l'entreprise, et ensuite on n'a plus à y toucher.
il va être nécessaire d'aller du côté client, donc c'est-à-dire du côté utilisateur de Pléiade, donc pour paramétrer l'accès à ce service. Donc dans Pléiade Accueil, dans la partie configuration générale, on a une case à cocher ici, activer le serveur de partage de données. On va aussi avoir accès donc aux propriétés de ce serveur et il faudra bien indiquer l'adresse ou le nom du serveur, le port et les différents contrôles d'accès nécessaires. Vous pouvez tester la connexion et si elle a réussi, cliquez sur appliquer. Dans mon cas, le bouton appliquer est grisé parce que j'ai déjà appliqué cette connexion. Allons voir maintenant dans Pléiade Bibliothèque. Donc, dans l'accueil de Pléiade Bibliothèque, on retrouve un bouton synchronisé avec le serveur et on retrouve ce bouton dans les différents sous-menus des éléments de la bibliothèque. Par exemple, dans les matériaux, on retrouve synchronisé avec le serveur, dans les compositions, etc. aussi. La différence de ce bouton-là, c'est qu'il va nous préfiltrer ici les compositions. Dans cette interface de synchronisation de la bibliothèque, on a un premier volet donc des différents éléments à gauche, dans laquelle on va pouvoir accéder donc aux matériaux, aux éléments, aux compositions, fenêtres, etc. On a un bandeau supérieur ici avec donc à nouveau les propriétés du serveur et différents boutons donc pour supprimer ou envoyer ce qui est en local et les mêmes boutons pour ce qui est en serveur. Donc le volet de gauche ça correspond à tout ce qui est présent en local sur la machine client, donc sur l'utilisateur, et tout ce qui est à droite, c'est tout ce qui est sur le serveur. On a fait correspondre à chaque fois, à chaque ligne, les mêmes informations, donc tout ce qui est dans cette ligne-là et dans cette ligne-là pour avoir une concordance et avoir une lecture plus aisée de ce qui est présent ou pas d'un côté ou de l'autre. Vous voyez ici que le dossier initial, cloison 1, façade extérieure, etc., apparaît donc en noir classique, alors que du côté serveur, elle apparaît en grisé. C'est-à-dire que tout ce dossier-là de composition est présent en local et pas sur le serveur. Pour nous indiquer si c'est présent ou pas en local ou sur serveur, nous avons des témoins, donc des témoins vert, orange ou rouge, qui nous indiquent la présence ou non de ces éléments. Donc on voit bien le témoin orange pour nous dire que du côté local, il y a les éléments sur ce dossier-là, et du côté serveur, ils n'y sont pas. Si jamais je veux envoyer ma composition cloison 1 sur le serveur, je la coche et je fais envoi composant. Donc là maintenant, cette composition apparaît en vert des deux côtés puisqu'elle est identique en local et sur le serveur. En revanche, le dossier initial, lui, est en orange puisque l'ensemble du dossier n'est pas présent sur le serveur. Donc, témoin de vigilance. Dans le dossier formation-initiation, j'ai ici une composition, donc initiation cloison intérieure, qui a été envoyée sur le serveur en février 2024, mais qui a été modifiée en local en avril 2024. Donc, nous avons ici un témoin d'alerte. La composition est potentiellement différente. La, la différenciation se fait uniquement sur la date de modification de l'élément. On ne va pas comparer le contenu de l'élément, mais on va comparer les dates de modification. Donc là, on a un témoin d'alerte en rouge. Pour savoir si cette composition est identique ou pas, vous avez ici deux boutons, donc comparer local au serveur ou comparer serveur à local, pour nous permettre de comparer ces deux compositions. Donc si je clique dessus, j'ai ici donc le composant en local, donc sur le poste client de l'utilisateur, et le composant sur le serveur. Donc j'ai les caractéristiques thermiques de mes deux cloisons, donc c'est bien des cloisons qui ont le même nom, et j'ai le détail de ces cloisons. Et je peux voir rapidement que ici on n'a pas la même épaisseur pour la seconde lame de plâtre. Je peux avoir accès comme ça à l'ensemble des informations de la composition. Je ne peux pas les modifier directement depuis ici. C'est juste une interface pour visualiser le contenu de l'élément. Donc là, je vois qu'il y a une différence. À moi de voir si je souhaite garder celle qui est en local ou celle qui est sur le serveur. En fonction de ce choix, je vais pouvoir ici donc, par exemple, cocher cette cloison et dire je veux l'envoyer vers le serveur pour que mes collègues, par exemple, récupèrent la bonne épaisseur
de plâtre. Donc je vais l'envoyer sur le serveur. Il me prévient que je vais écraser la composante donc, du serveur et je vais dire oui. Et là, à nouveau, donc les deux compositions sont identiques. Donc voilà pour la partie synchronisation de la bibliothèque. On va voir que pour les résultats, l'interface est très similaire. Donc, allons voir les résultats. Donc on peut y avoir accès via le bouton synchroniser résultats. Donc on a les mêmes témoins d'alerte, vert, orange et rouge, pour nous indiquer que dans ce dossier démo PV, le calcul base est bien le même d'un côté et de l'autre. En revanche, on a un calcul qui est présent sur le serveur et pas en local. On a ici des indications en rouge qui nous alertent que les calculs base et base 2 ont été faits à une date différente. Donc la date de synchronisation sur le serveur, c'est-à-dire la date à laquelle on a envoyé les projets, du moins les résultats de ces calculs sur le serveur, est différente que la date à laquelle on a relancé les calculs en local. La différence de la synchronisation des bibliothèques, dans la partie résultats, au moment d'envoyer un élément vers le serveur, donc par exemple, je vais plutôt envoyer ici ce premier élément, quand je l'envoie vers le serveur, j'ai la possibilité de laisser un commentaire. Ça va permettre aux différents collègues, utilisateurs, de donner une information sur la raison pour laquelle j'ai envoyé ce dossier de résultats sur le serveur. Correction effectuée par exemple. Ça prend un peu de temps en fonction de la taille du dossier. Et au survol de l'icône ici témoin, on va avoir le message affiché. Donc ici, correction effectuée. Voilà donc pour l'utilisation de ce service-là. Donc c'est un service qui est assez léger et assez compréhensible d'utilisation. En revanche, il y a quelques points de vigilance sur lesquels je vais vous alerter. Ce service-là donc a été conçu pour être installé sur un serveur. Mais c'est un serveur de type Windows. Tout ce qui est serveur Linux ou autre ne pourra pas utiliser ce service de partage de données. Ensuite, il est tout à fait possible d'installer ce service non pas sur un serveur d'entreprise, mais sur un ordinateur classique. En l'occurrence, je tourne cette vidéo sur un ordinateur portable et le service est installé sur cet ordinateur portable. En revanche, gardez en tête que si vous installez ce service sur un ordinateur portable, vous ne pourrez l'utiliser que tant que l'ordinateur est allumé. C'est-à-dire que le service ici est démarré, est fonctionnel, mais si jamais mon ordinateur passe en veille ou s'éteint, mes différents collègues ne pourront plus se connecter à ce service. Deuxième point à connaître, c'est que le dossier de stockage ici est forcément un dossier en local. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès au disque C ou au disque D assez commun, mais par contre, tout ce qui est disque distant, ou alors une OneDrive ou Dropbox ne pourront pas être utilisés ici. Donc attention à bien faire des sauvegardes régulières de ce dossier-là de stockage, de backup, en cas où vous auriez un problème sur l'ordinateur qui héberge le service de partage de données.